Mesdames, Messieurs, bonjour, rebonjour. Frédéric Denré, journaliste, toujours pour vous servir. Troisième conférence, troisième table ronde du jour de ce forum cyclo, le premier du nom à La Roche-Foron, 23e dans la grande histoire de cyclo. Un débat consacré, allez, je vous donne le titre, Lac alpin et rivière des milieux sous pression. Oui, mesdames, messieurs, la montagne, ça n'est pas que du ski, du VTT et du trail, c'est aussi des milieux naturels, des lacs, certes, des ruisseaux, des rivières, des zones humides, des prairies, des alpages, un réseau hydrographique, enfin de l'eau et du sol qui font que l'eau coule encore jusque dans les villes des vallées et que l'eau coule encore dans le Rhône. On va voir ça tout de suite. Finalement, on va parler gestion, enfin déjà reconnaissance et gestion et valeur des milieux naturels. Merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Aurore Sterkman, Bruno Martin et Jean-Claude Raymond. Ça veut dire, voilà. Aurore Sterkman, vous êtes chargée de mission, zone humide aux Seines 74, Haute-Savoie, le dénommé Aster, c'est bien ça, A-S-T-E-R-S. Seines, j'ai perdu le nom, se cacher derrière cet acronyme. Conservatoire d'espaces naturels. C'est-à-dire Conservatoire des espaces naturels, pour Ça nos veut amis dire qui ne sauraient pas. Ça veut dire qu'on a un agrément décerné par l'État et la région pour avoir pour être cette entité, Conservatoire d'espaces naturels. Et donc, on a des missions de connaître, préserver, gérer, accompagner, valoriser et sensibiliser. Tout ça, ça fait beaucoup, oui. Les espaces naturels, c'est que des réserves naturelles ou c'est également les espaces naturels sensibles? C'est tout. Quoi? C'est tout. C'est tout ça. C'est tout ça. D'accord, magnifique. Bruno Martin, vous êtes chargé de mission pour la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de la Haute-Savoie. Bon, là, on voit plus ce que c'est que la Fédération de la pêche, pour la pêche. C'est pour la pêche et pas de la pêche. Oui, c'est pour la pêche. Du coup, en effet, il y a les deux objets statutaires de notre association qui sont cités dans le titre. Du coup, la pratique de la pêche de loisirs, promotion, valorisation, et la préservation des milieux aquatiques. Merci Jean-Claude Raymond. Vous êtes de l'unité spécialisée milieux lacustres à l'Office français de la biodiversité. Ça, a priori, aujourd'hui, tout le monde connaît ces trois lettres OFB qui, parfois, hérissent le poil du monde agricole. Parce que l'OFB est responsable de tout, des prix auxquels leur achète la grande distribution. Si ce n'est pas l'OFB, c'est les journalistes ou c'est les vétérinaires. Ça change. Merci d'être là. Je reviens vers vous, Aurore Sterkman. Vous vous occupez en particulier des zones humides. Zones humides que tout le monde sait ce qu'est une zone humide, mesdames, messieurs. Tiens, on va faire un test. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'est une zone humide? Je désigne un volontaire. Où est Axel avec le micro? Axel n'est pas là. Est-ce que quelqu'un pourrait se désigner volontaire pour me définir une zone humide? Madame, je vous vois. Vous m'avez regardé, il ne faut jamais me regarder dans ces cas-là. Axel Harouet avec le micro, elle vous passe le micro. Madame, en face, au premier rang, au deuxième rang. N'ayez pas peur de vous tromper, tout le monde se trompe, en général, allez-y. La zone humide, c'est une zone qui a un fonctionnement, on va dire, hydraulique différent, puisque c'est une zone d'accumulation d'eau naturelle par rapport à une présence de matière organique plus importante, et qui permet de faire une zone tampon et de stockage d'eau, donc de différer les diffusions, l'imprégnation et l'infiltration dans les sols. Et qui en plus fonctionne avec un bilan carbone qui est un peu différent. Bon, j'aurais pas dû vous demander en fait. En fait, je cherchais un béotien ou une béotienne. Merci beaucoup, madame. Ça vous va comme définition? C'est pas mal du tout. Est-ce que vous pourriez mieux la définir peut-être? Oui, donc une zone humide, c'est un milieu naturel qui est en eau au moins une partie de l'année, en fait, où la nappe va affleurer la surface au moins une partie de l'année. Et elle a une définition au sein du Code de l'environnement. Qui la définit très précisément sur des critères pédologiques, donc de nature de sol, et des critères ou des critères de végétation sur les types d'espèces qui sont hygrophiles, on dit, qui sont présentes sur ces milieux et qui vont nous permettre de définir en fait ces zones humides. Comment vous expliquez alors que, notamment j'en ai parlé ce matin sur la 69, il y a eu un débat là-dessus, des zones humides qui n'en étaient pas, d'autres qui n'avaient pas été déclarées comme telles alors qu'elles l'étaient. Manifestement, il y a une interprétation à laquelle doit arriver le juge administratif parce qu'on lui soumet des cas pour lesquels il y a un doute.
Alors oui, effectivement, il y a un arrêté spécifique en fait qui permet avec des critères très très précis qui définissent en fait la méthodologie et la définition des zones humides au titre de la loi sur l'eau. Mais nous, au sein des conservatoires et au sein de notre conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, en fait, on gère une base de connaissances sur qui s'appelle zone humide aussi, sur les milieux humides, où là, en fait, on a une définition qui est plus large. Et c'est là que viennent ces différences d'interprétation. C'est que, par exemple, au sens de la convention Ramsar, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est une convention Ramsar, internationale... qui a été signé dans une ville proche de Téhéran à l'époque, il y a 50 ans. C'est ça, pour protéger justement les milieux aquatiques. Et ben même le lac Léman ou le lac d'Annecy sont des zones humides Ramsar, mais ce qui n'est pas du tout le cas au sens du Code de l'environnement et de la loi sur l'eau. Et donc d'où les différences d'interprétation et surtout en fait les zones humides sont protégées par la loi. Donc si on y porte atteinte, on doit soit avoir une procédure conforme de demande d'autorisation pour pouvoir porter atteinte à ces zones humides. Et si ce n'est pas le cas, on passe en justice. Et là, ça peut coûter très cher. Ouais, en même temps, elles sont protégées par la loi. En théorie, le sont-elles vraiment ? C'est un vaste débat. Mais effectivement, la loi protège pas si bien que ça les zones humides en réalité. Par contre, elle est très bonne pour protéger les espèces protégées et de nombreuses espèces protégées sont inféodées au milieu humide, donc c'est un bon outil pour essayer de mieux préserver ces milieux naturels en passant par la protection des espèces protégées. Mais effectivement, seules les zones, il y a une histoire de protection liée à leur superficie. Et les plus petites zones humides peuvent passer à la trappe de cette préservation et de cette législation. Et en plus, il y a encore beaucoup de zones humides qu'on ne connaît pas. Donc elles sont souvent détruites avant même qu'on les connaisse. Donc voilà. Du coup, d'où le travail que l'on mène au sein du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie aux côtés de tous les acteurs locaux et notamment des collectivités territoriales, d'essayer de mieux connaître et de rassembler cette connaissance au sein d'outils disponibles auprès de tous pour anticiper et parce qu'une fois que la zone humide est détruite, c'est trop tard en fait. Restaurer des zones humides, ça se fait, mais c'est très compliqué, c'est très coûteux. Donc voilà, on essaye de les identifier au plus tôt pour les protéger. Sur la restauration. Monsieur Raymond, l'OFB intervient beaucoup sur les zones humides, il y a beaucoup de mise en demeure. Comment vous voyez-vous, de votre point de vue, de là où vous êtes, la protection ou pas des zones humides ? Alors, pour compléter ce qu'a dit Aurore, oui, l'OFB est tout à fait compétent pour constater. Les mises en demeure sont faites par décision judiciaire ou par voie administrative. Donc nous-mêmes, nous ne faisons pas de mise en demeure. Je sais bien, mais vous constatez quand même des problèmes sur les zones humides. Alors bien sûr, l'OFB peut constater des problèmes sur les zones humides. Comme l'a dit Aurore, le seuil critique pour pouvoir intervenir sur une zone humide, c'est 1000 m². En dessous de ce seuil, il n'y a pas vraiment de procédure. Le propriétaire du foncier peut un peu faire ce qu'il veut, sauf l'attention pour les espèces protégées, bien évidemment. Et en tout cas, au titre de la loi sur l'eau, l'action est plus facile pour les aménageurs ou les personnes qui auraient des velléités d'intervenir. Et le problème, c'est que les grandes zones humides, alors en France, elles sont connues. Le problème, c'est le tissu des toutes petites zones humides qui, lui, reste à définir, mais Aurore complétera, je pense. Et c'est celui-là qui subit l'érosion, en fait. Parce qu'on ne le connaît pas ? À la fois parce qu'on ne le connaît pas bien et qu'il est sous les radars de la réglementation. Ouais. Donc, pour une question de surface. Pour une simple question de surface, oui. Alors on va y venir sur le fonctionnement. Monsieur Martin, il y a des poissons en zone humide ? S'il y a suffisamment d'eau toute l'année, oui, ça peut. Mais en effet, ça se concentre plutôt en lac et rivière. Mais oui, si les zones humides sont en eau toute l'année... Donc on pêche en zone humide. On peut pêcher en zone humide. Oui. D'accord. Pas dans une tourbière quand même. Il n'y a pas assez d'eau, si ?
Il peut y avoir des ruisseaux qui sortent des tourbières, des ruisseaux constitués qui sortent des tourbières. Voilà, en Corse, on appelle ça des pozzines. Les pozzi, en effet. Ok, maintenant je sais ce que c'est. Madame Sterkman, quel est l'état des zones humides? Alors déjà, ici au moins sur le département de la Haute-Savoie, c'est un département riche en zones humides. Vous avez la cartographie suffisante? Alors, actuellement, dans notre base de connaissances, on a 2,3% du territoire qui est en zone humide, mais il y a encore de nombreux secteurs où on les connaît encore peu et qui restent encore à inventorier. Oui, elles sont menacées. Par quoi? Par qui? Alors, l'une des premières menaces, ça va être l'urbanisation. L'aménagement en fait, où on va venir tout simplement détruire ces milieux naturels, et aussi par la fragmentation, l'étalement de l'urbanisation et la fragmentation justement de ces milieux naturels entre eux, et le fait de déconnecter les milieux entre eux, qui va aussi avoir un impact, puisqu'on va venir couper l'alimentation en eau de certaines zones humides, et du coup elles vont plus remplir leur rôle. Concrètement, déconnexion, fragmentation, c'est quoi? C'est on crée un chemin, on crée un parking? Ouais, on crée une autoroute. On s'interpose entre une autoroute. Bon sujet, tiens. Non, je n'irai pas sur ce champ-là. Pardon. Mais vous y allez quand même. On s'interpose entre deux zones humides, par exemple. Oui, voilà, oui. C'est ça. Et en fait, où on va venir, tout type d'aménagement, et on va venir en fait modifier le fonctionnement hydrologique de ces milieux, et donc potentiellement les assécher. D'accord. Quand Madame disait que les zones humides sont, si je reprends bien vos propos, sont des tampons finalement, des régulateurs d'eau, c'est vrai ou c'est de la légende? Parce que c'est toujours l'argument qu'on emploie, un peu tarte à la crème, c'est vrai. Il faut. Non, c'est vrai. Elles ont des capacités de stockage qui sont très très conséquentes. On a fait des études pas plus loin qu'ici, là, sur le plateau des Bornes, où des études des sols ont montré une capacité de rétention de l'ordre de plusieurs piscines olympiques. Donc après, la façon dont elles redéchargent cette eau, c'est là où c'est peut-être plus compliqué à calculer et à montrer. Mais en tout cas, si, il faut maintenir ça. En fait, on a tellement détruit nos zones humides. Depuis le début du 19e siècle, on a perdu 70% des zones humides. Mais si on ne les connaît pas, comment on peut savoir? Parce qu'il y a les grandes zones humides qu'on connaissait, qu'on repérait sur les photos aériennes, sur les photos anciennes, en fait, étaient des étendues très très vastes, et on est venu grappiller pour nos besoins humains. Donc l'idée, c'est pas d'opposer, le fait est que on en a perdu énormément, 50% depuis les années 50. Et que maintenant, il faut tout faire pour s'en préoccuper et donner envie aux gens de s'en préoccuper, parce qu'en fait, on en a besoin, et on est en train de... c'est un des maillons d'une chaîne dans laquelle on fait partie, et c'est nécessaire de s'en préoccuper. Donc, moi, je dépasserai juste cette notion de combien ça stocke de carbone, d'eau. Donc oui, ça en stocke, et puis on a des chiffres qui nous disent à quel point les zones humides sont importantes dans le monde. Je peux vous les donner, je les connais pas par cœur, alors je prends mon petit papier. Mais on estime que dans le monde, elles fournissent 47 000 milliards de dollars de services essentiels chaque année, et 1 milliard de personnes dépendent des zones humides pour travailler. Donc, rien que ça, ne posons pas plus de questions et faisons attention à nos zones humides. J'ai pas dit qu'on ne pouvait plus rien faire, mais en tout cas, prenons-en conscience et trouvons des solutions pour essayer de les préserver. C'est quoi? C'est un miroir de notre mode de vie? C'est un miroir de l'évolution de la société, les zones humides? Regarder l'évolution des zones humides, c'est regarder le monde tel qu'il est? Ce qu'on lui fait subir? Oui, et en même temps, on vit dedans. Donc l'idée, c'est pas non plus d'être donneur de leçons. C'est que, on a un constat. Il y a 30 ans, 50 ans, on n'avait pas tous ces éléments-là, et on a fait des choix qui paraissaient les bons à un instant T. Donc, juste maintenant qu'on a ces éléments-là, essayons d'ouvrir notre regard et de se poser des questions sur le long terme aussi, et moins court-termiste.
Oui, mais ça, on le dit tout le temps depuis des années. Hein. C'est Oui, difficile. je sais. Hein. Mais non, mais il faut le répéter. Vous avez raison, Monsieur Martin. Donc, on a un indicateur, on va dire, écologique, qui est celui de qui est les zones humides. Puis il y a les poissons. Il y a ce qu'on pêche, il y a leur taille, il y a l'endroit où on pêche. Pourquoi les poissons sont-ils révélateurs de finalement de l'état de ce chevelu hydrographique? Du coup, en fait, les poissons, ils se situent un peu au sommet de l'écosystème. Ils sont intégrateurs de tout ce qui découle dans la rivière, pour le coup, ou dans les lacs, que ce soit en termes de quantité d'eau, qualité d'eau, nourriture. Donc ça peut être une sorte de proxy. Si le poisson va bien, c'est que potentiellement le reste peut... Alors ça ne veut pas dire que tout va bien sur tout le reste des compartiments, mais si déjà il y a une population de poissons bien fonctionnelle, c'est que le milieu se porte à déjà une certaine santé. Quel poisson en particulier est un bon signe de bonne santé d'un écosystème? Ça va dépendre du type de rivière. Alors nous, en Haute-Savoie, sur des milieux montagnards, c'est principalement la truite commune et le chabot qui sont les espèces principales, on va dire. Et quand ça va mal, elles sont remplacées par d'autres plus opportunistes? Alors, sur plus opportunistes, non, c'est que globalement, là, les dégradations constatées, quand on va parler du département de l'Haute-Savoie, c'est principalement de la dégradation en termes de quantité d'eau et thermique. Du coup, quand il y a une dégradation thermique, la truite, c'est une espèce d'eau fraîche. Quand ça se réchauffe, ça lui plaît moins. Du coup, c'est plus d'autres espèces qui vont venir prendre la place, mais c'est pas que les autres espèces vont les chasser, c'est que les truites sont plus adaptées à ce milieu, donc elles laissent la place. Donc il y a d'autres. C'est-à-dire qu'elles remontent de plus en plus loin? En fait, c'est qu'elles quittent, c'est qu'elles disparaissent de la zone. Alors soit elles peuvent, en effet, s'il y a encore une portion du cours d'eau favorable, la population va rester sur cette portion-là. Sinon, la population va juste disparaître. D'accord, donc c'est plus de truite et du brochet à la place, je caricature. Hein. Là, c'est plutôt Cheven et Barbeau qui vont Oui. prendre la place. Et puis, parce que Brochet, dans pas mal de nos cours d'eau, ça va être compliqué pour lui quand même. J'imagine, j'ai fait un film là-dessus dans le Tarn en fait, sur je sais plus quelle rivière d'ailleurs, où il n'y avait plus de truite, il n'y avait plus que des brochets à cause de la hausse de la température, sur la Goutte, pardon, qui circule à Brassac. Qu'est-ce que vous constatez, vous, en tant que pêcheur, sur l'évolution, alors, et en quantité et en qualité de l'eau, sur la température par exemple, il y a vraiment une évolution? Sur la température, oui, ça va dépendre beaucoup des bassins et des cours d'eau. Il y a des cours d'eau qui se maintiennent, il y a des cours d'eau qui se dégradent, il y a des cours d'eau qui sèchent. Du coup, là, la question de la température ne se pose plus. Mais, donc en fait, il y a vraiment des spécificités par cours d'eau. Certains sont encore tenus par la fonte des neiges. Là, on le voit bien cette année. Là, on a eu un mois d'avril avec quasiment aucune précipitation. Sur certains bassins, ça commence à être tendu en termes de quantité parce qu'ils n'étaient pas soutenus par la fonte des neiges. Sur les autres, c'était en train de fondre justement parce qu'il faisait chaud. Donc en termes de débit, il n'y avait aucun souci. Mais donc c'est vraiment variable en fonction du cours d'eau sur le département. Mais oui, ça a plutôt une tendance globale à la dégradation au niveau thermique. Certains cours d'eau commencent à vraiment être en souffrance, d'autres peuvent se maintenir. D'accord, là vous aviez des images peut-être à nous montrer. Oui, voilà, tout à fait. Du coup, nous, à la Fédération, on part du principe que pour en fait, préserver les milieux, il faut les connaître. Donc on a vraiment axé notre stratégie de connaissances. Là, je vais présenter du coup 2 réseaux d'acquisition de connaissances. Là, le premier, c'est sur la thermie. Donc on a commencé l'acquisition de connaissances au début des années 2000. Donc là, c'est du coup le protocole d'acquisition, c'est vraiment installer des sondes de température dans les cours d'eau qui restent toute l'année en permanence. C'est pas prendre avec un thermomètre un jour comme ça, un matin ou une après-midi. Donc c'est des sondes de température qui prennent la donnée toutes les heures en continu. Là, vous avez la carte en fait de notre réseau qui date du début des années 2000. Ça représente un peu plus de 700 stations différentes avec depuis 25 ans une accumulation d'à peu près 2000 ans de données. Alors on n'a pas gardé 750 sondes dans les cours d'eau en permanence, ce serait un peu trop de travail, mais du coup on a quand même maintenant en routine, on va dire, environ 170 stations qui sont suivies en continu au niveau de la température. Donc là c'est uniquement les rivières, on a commencé à en mettre aussi dans les lacs, puisque donc vraiment c'est l'aspect, la thermie c'est vraiment si c'est un des ou le paramètre le plus structurant au niveau population piscicole.
et qui peut expliquer beaucoup de dégradation. Et chaque espèce a un optimum climatique, c'est ça? C'est ça, un optimum thermique. Et du coup, nous, on le savoir, en effet, la truite, plutôt une espèce d'eau fraîche, va commencer à réagir plus vite avec le changement climatique. Le deuxième, on en a déjà un peu parlé, c'est l'aspect vraiment population de poissons. Donc là c'est pareil, là vous avez un peu l'ensemble des données disponibles sur le département en termes d'inventaire piscicole. Donc les inventaires piscicoles, ça nous sert à connaître la fonctionnalité des populations. Donc on parle de la truite, mais il y a toutes les autres espèces. Et de pouvoir estimer les densités et les biomasses de poissons qui sont présents dans les cours d'eau en fait, en pêchant des stations qui sont représentatives de tronçons de cours d'eau, et en multipliant ces stations-là, on peut avoir une idée de ce qui se passe dans les cours d'eau. Et du coup, là, on a une base de quasiment 1000 stations différentes pour presque 2000 inventaires piscicoles. Du coup, ça, c'est une base partagée. Il y en a la moitié qui ont été acquises à peu près par la fédération. Mais il y a aussi toutes les données des partenaires qui sont importantes à intégrer, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul de toute façon. Donc c'est vraiment un réseau partagé et un échange de données avec les structures GEMAPiennes, l'OFB et puis tous les partenaires qui peuvent être amenés à acquérir de la donnée. On a une écrevisse là à gauche, c'est ça? Oui, donc ça c'est... Invasive ou naturelle? Non, ça du coup, on a encore des populations d'écrevisses autochtones, principalement écrevisses à pied blanc. Et du coup, il y a une quarantaine de sites de populations sur le département qu'on suit annuellement. En fait, on fait des prospections nocturnes, voir est-ce qu'elles sont toujours présentes, est-ce que les linéaires colonisés évoluent. Parce que là, donc c'est vraiment des populations qui maintenant se cantonnent à des petits ruisseaux encore préservés et qui sont assez fragiles. Donc là, vous avez écrevisses, le chabot dont on parlait tout à l'heure, là c'est le poisson qui est en haut, et puis 2 truites en bas. Donc voilà, les espèces un peu emblématiques du département. Et donc, ajouter à ces 2 réseaux de suivi, on va dire, en routine, s'ajoutent des études et des diagnostics complémentaires qui peuvent être sur la génétique, la physico-chimie, l'état pathologique des poissons. On a aussi commencé, on en parlait ce matin, des stations de mesure de débit pour suivre la quantité d'eau qu'il y a dans les cours d'eau. Il y a déjà un réseau assez conséquent, principalement des stations de l'Adrial et des structures GEMAPiennes, mais il y a des petits compléments à faire. Du coup, on commence à essayer d'en installer aussi pour avoir un maillage un peu plus précis, et des études de suivi des migrations des poissons avec certaines technologies dont la télémétrie. Et donc en fait, à quoi ça nous sert tout ça? Ça sert à orienter nos partenaires qui sont directement gestionnaires des milieux aquatiques, qui font les travaux en rivière, du coup structure GEMAPienne, service de l'État, et aussi à leur donner un peu les enjeux en place pour prioriser que ce soit des projets de restauration ou de travaux. Ça nous permet aussi d'évaluer quand il y a, ça peut être les actions de restauration, est-ce que ce qui a été fait a fonctionné? Si on avait un état initial avant travaux et qu'on fait le suivi après, c'est plus facile. Et aussi tout ce qui est projet d'aménagement, que ce soit les centrales hydroélectriques, les retenues collinaires, ça permet de dire si vous aménagez à cet endroit-là, on peut chiffrer l'enjeu, chiffrer l'impact. Et on vous écoute? Oui, ça peut. Non, si, on a des exemples où on a été écouté. Il y a 2 ans, il y a eu un projet de un début de projet de microcentrale sur l'Ire, un affluent du lac d'Annecy, où là, on a échangé, même avant que le projet soit déposé, directement avec la commune, avec les élus locaux, qui nous ont demandé ce qu'on en pensait. Donc pour le coup, là, c'était un projet qui mettait tous les warnings sur une population fonctionnelle de truites avec une souche génétique particulière, un enjeu quantitatif, etc. Donc là, on a été entendu, et c'est la commune qui a tout de suite coupé le projet, même avant qu'il soit présenté au niveau de l'administration. Vous n'êtes pas toujours entendu à la Clusa, vous ne l'aviez pas été, même si le projet était annulé, à Bourgard. Oui, pour le coup, on est allé en justice après, et c'est là qu'on a été entendu. D'accord. Et puis chiffrer aussi l'impact des pollutions, puisque quand il y a une pollution, déjà si la source est trouvée, si l'origine de la pollution est trouvée, avoir les constatations, s'il y a de la mortalité piscicole, si on avait les données quantitatives de la population en place,
ça permet toujours d'apporter des éléments chiffrés si jamais il y a une infraction constatée par la suite, fournir ces données à la police de l'environnement pour qu'ils puissent compléter leurs procès-verbaux. La police de l'environnement est à votre gauche. Je lui passe la parole. Vous travaillez donc avec tout le monde de toute façon. Vous êtes œcuménique à l'OFB, notamment avec la pêche. Qu'en est-il dans les lacs? Comment ils se portent? Ce sont de bons indicateurs écologiques? Alors, je dirais, pour compléter ce que vient de dire mon voisin, que la température de l'eau du lac Léman en surface a augmenté de 1 degré en 40 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est le volume du lac Léman, c'est 89 km3. Donc, ça fait beaucoup d'énergie. Ça fait beaucoup d'énergie solaire en plus. Et à 100 mètres, elle a augmenté aussi, mais un peu moins, mais quand même de 0,6 degrés. Et est-ce que ça a changé quelque chose? Je vous pose la question, parce que quand j'étais étudiant, comme je suis un vieux, moi j'ai fait mes études il y a 30 ans, et il y a 30 ans, mon prof d'écologie, Serge Frontier, nous disait, Annecy, Léman, le Bourget, c'était tout pourri, puis finalement, grâce à la réglementation, à l'ingénierie de l'environnement, les choses vont mieux et de mieux en mieux. Vous confirmez ou vous vous dites, ça va mieux, sauf qu'il y a le changement climatique? Oui. Oui, on est passé par des phases d'exacerbation de certaines pollutions dans les années 60 à 80. C'était azote et phosphore. Voilà, c'était des pollutions par excès de nutriments, azote et phosphore, qu'on a su juguler en installant des dispositifs d'épuration des eaux, essentiellement, en dérivant les réseaux, les rejets des stations d'épuration. Et ça, on a réussi à le faire. Et les effets, on va dire, les effets ont commencé à se faire sentir au début des années 90 jusqu'au milieu des années 2010, où là, on a eu le contre-coup d'autre chose qui a commencé à apparaître, c'est le changement climatique, avec l'exemple que je vous ai donné sur les températures de l'eau du Léman. Et puis, les pollutions classiques étant à peu près jugulées partout, même s'il reste toujours des accidents, les pollutions classiques étant jugulées, on s'est occupé d'autres polluants. Des polluants, ce qu'on appelle des polluants organiques persistants, des polluants émergents. Alors là-dedans, vous avez des médicaments, des produits phytosanitaires, des produits zoosanitaires, des produits issus des traitements de surface. On est dans la vallée de l'Arve, autant les citer. Donc, de tous ces produits-là, on a commencé à en mesurer les effets sur les écosystèmes aquatiques et à en prendre conscience courant des années 2000, même s'il y avait bien évidemment des connaissances avant. Et donc cela, alors ça c'est une pollution qui ne se voit pas forcément. C'est pas comme... alors certes, la pollution, les plastiques dans l'eau, ça se voit, ça se gère, on peut faire des opérations de nettoyage, participative, tout ça, mais c'est pas forcément la pollution la plus problématique. La pollution qui se voit pas est quand même parfois beaucoup plus dangereuse pour les écosystèmes aquatiques et dans certains cas indirectement pour nous, quand on devient consommateur des poissons par exemple. Problématique parce que c'est des effets sur le long terme, c'est ça? Voilà, alors c'est des effets sur le long terme, et surtout c'est des... pour arriver à... Alors, pour les cours d'eau, si on arrivait à couper la source, on pourrait peut-être en sortir au bout de quelques cycles hydrologiques normaux. Pour les plans d'eau, ça agit comme des pièges en fait. Toutes les substances dissoutes ou transportées par les vecteurs qui se jettent dans les lacs, elles s'accumulent dans les lacs. Donc, c'est pas parce que vous coupez la source dans les cours d'eau en amont que le problème va être résolu. Alors, il peut être résolu dans le cours d'eau, mais dans le lac, il y a un temps de latence. Et plus le lac est grand, alors je reprends l'exemple du Léman, mais bon, c'est l'exemple pour le lac d'Annecy. Le lac d'Annecy est environ 30 fois plus petit en volume que le lac Léman. Le temps de latence est un peu plus petit pour le lac d'Annecy. Pour le lac Léman, il est énorme. Et il y a des problèmes d'industrie chimique à l'amont du lac. Et ça pose d'autres questions parce que c'est des choses qui sont plus difficiles à juguler. Après, le changement climatique est venu mettre sa petite couche, notamment pour certaines espèces emblématiques, comme pour le lac Léman, le corégone, ce qu'on appelle communément en Haute-Savoie la ferra, ce que vous pouvez trouver dans les restaurants parce qu'il y en a encore un peu, qui, du fait que le lac ne se refroidit plus assez en rivière, a du mal à se reproduire, parce que c'est un poisson qui se reproduit... En rivière, en surface. En surface, pardon, excusez-moi. En surface et en zone littorale du lac. Comme les hivers sont plus assez froids, la reproduction se passe moins bien
et on a une raréfaction de cette espèce-là qui, du coup, devient un poisson presque de luxe au prix des poissons de mer. Est-ce qu'il est remplacé par d'autres opportunistes? Non. Alors, d'autres souffriront moins du réchauffement climatique, mais ce n'est pas des poissons qui se reproduisent l'hiver. Donc la perche ou le gardon pourront continuer à se développer beaucoup plus longtemps parce qu'ils sont beaucoup plus thermotolérants. Voilà. Moins thermosensibles. Mais la température, corrigez-moi si je me trompe, favorise l'arrivée d'autres espèces qui peuvent être emmerdantes, comme la moule quagga. Aussi, oui. Oui. Merci la moule quagga. Parce que vous êtes fait mordre la main par une moule. Je me suis coupé sur un paquet de moules. Ah bon, elle vous a pas mordu, attaqué? Non, elle m'a pas. Non, elles n'en sont pas encore là. La moule qui par endroit pullule tellement qu'elle peut gérer une adduction d'eau. Alors, qu'elle peut gêner les dispositifs d'adduction d'eau, oui, parce que les larves de moules sont pélagiques, elles se développent, donc elles font partie du plancton, elles rentrent dans les canalisations, elles se fixent dans les canalisations et elles réduisent la section des canalisations et du coup, ça génère des surcoûts en termes d'exploitation, des fois de traitement, parce qu'il y a parfois que les solutions de traitement pour éviter l'installation des moules dans les tuyaux. Donc ça veut dire qu'on est obligé, pour pomper de l'eau, de traiter par des adductions de chlore, par exemple, à des concentrations connues. Voilà. Mais c'est vraiment un vrai problème qui dépasse de loin la simple question écologique. C'est un vrai problème écologique, évidemment, mais ça dépasse de loin ce problème. D'ailleurs, si vous avez un moment, il y a eu une bonne émission à podcaster hier sur France Inter, un sujet spécial sur la moule quagga d'1 heure, si vous avez le temps et l'envie. Ouais. Bon, on l'écoutera. Madame Sterckmann, les zones humides sont polluées. Elles accumulent des polluants. On est trop haut. Oui, alors, il y a un effet d'épuration naturelle. Justement, en fait, ça va être, elles ont ce rôle-là d'épuratoire, donc justement de préserver ces zones humides en amont des lacs. Alors c'est peut-être une petite goutte d'eau dans tout l'écosystème, mais ça a quand même son importance, notamment sur le plus connu, ça va être les roselières. On voit sur les roselières des bords de lac d'Annecy qui vont jouer ce rôle épuratoire. Ensuite, d'une manière générale, on constate quand même que, on n'a malheureusement pas beaucoup de moyens d'études de polluants, donc on est assez limité, mais on constate sur pas mal de territoires une évolution de la végétation qui tend à penser qu'on a de l'eutrophisation des zones humides. Donc ça veut dire qu'il y a une charge de nutriments liée à l'agriculture. Alors ça reste assez léger en Haute-Savoie, parce qu'on a quand même dans beaucoup de secteurs d'une agriculture qui est extensive plutôt qu'intensive, mais on voit quand même cette évolution apparaître. On a des suivis sur le long terme qui nous permettent justement de caractériser de façon très objective ça, et qui montrent cette eutrophisation, on appelle des zones. Monsieur Martin, même punition, il y a des polluants identifiés qui vous embêtent, qui vous inquiètent dans les rivières? Après, il y a les polluants, en effet, les pollutions constatées, les pollutions au lisier, etc., qui peuvent être constatées. Après, il y a tous ceux qu'on ne connaît pas encore et qui sont à découvrir, parce que tant qu'on ne les cherche pas, on ne les trouve pas. Mais on va dire que l'aspect pollution rivière, là, ça tient... En termes de constat, c'est plus une problématique de pollution ponctuelle que de pollution chronique, on va dire, en termes d'impact sur les populations. Après, forcément, quand il y a des grosses pollutions ponctuelles, c'est là qu'on constate de la mortalité. Mais on va dire que les gros dysfonctionnements des populations piscicoles sont plus liés aux aspects quantitatifs et thermiques qu'à l'aspect pollution. C'était peut-être plus le cas avant, mais là, il y a quand même eu des efforts de fait au niveau intrant dans les rivières. Et l'effet, vous parliez, Monsieur Raymond, des POP, les polluants organiques persistants, l'effet bioaccumulation, biomagnification, augmentation des concentrations de polluants d'un maillon à l'autre des chaînes alimentaires. Il y a 30 ans, c'était une question récurrente, ça faisait peur à tout le monde. J'ai l'impression qu'on n'en parle plus, c'est moins étudié. On n'en voit pas les effets. Je me souviens qu'à l'époque, c'était les fourreaux de je ne sais plus quel insecte
qui était un excellent indicateur de la pollution des eaux. Non, manifestement, je fais un bide là avec ma question. Ah, non, c'était pour qui? C'était une question pour vous trois. Non, c'est pas qu'on en parle moins, mais alors d'abord, le monitoring des milieux aquatiques a globalement un temps de retard sur la capacité de la chimie organique à produire des nouvelles molécules. Ça, c'est le premier point. L'industrie va beaucoup plus vite que la surveillance. Deuxième point, les autorisations de mise sur le marché sont en général très cadrées par des tests de laboratoire sur des organismes standardisés comme par exemple les Daphni ou les Gamar ou voilà. Et c'est des conditions où on ne veut tester que l'effet de la molécule en conditions contrôlées. Or, la nature, c'est pas des conditions standards contrôlées. Il y a de la variabilité, il y a de la température qui change. Il y a d'autres produits qui peuvent intervenir, d'autres polluants, d'autres effets qui peuvent entrer en jeu. Et du coup, ces effets-là, ça serait, en toute honnêteté intellectuelle, ça serait super complexe de tous les évaluer. Par contre, donc, on reste sur des évaluations de laboratoire. Mais l'évaluation des effets cocktail est en milieu naturel, elle est quand même beaucoup plus parcellaire et très très limitée. Alors, il y a maintenant de plus en plus ce qu'on appelle des tests en mésocosme, c'est-à-dire c'est un écosystème artificiel. Des petits écosystèmes artificiels qui sont censés mimer des conditions naturelles où on contrôle quelques conditions, la température, l'oxygène, ces choses-là, mais ça reste de l'expérimentation et c'est assez insatisfaisant par rapport à la complexité des écosystèmes naturels, que ce soit d'ailleurs les zones humides ou les cours d'eau ou les plans d'eau. Est-ce que tous, rivières, ruisseaux, eaux stagnantes, zones humides, vous dépendez, votre degré de dépendance de la fonte des neiges? Tous. Oui, et puis en Haute-Savoie en tout cas. Oui, et on le voit bien, pour prendre une différence entre le bassin versant, là, je parlais notamment des bassins qui étaient encore soutenus par la fonte des neiges cette année. Là, on a un bassin versant qui essuie des us, qui pour le coup, lui, bénéficie quasiment plus de la fonte des neiges. Sur ce bassin, au niveau piscicole, c'est maintenant extrêmement compliqué. Alors, il y a peut-être d'autres facteurs aussi, mais on va dire qu'il a plus, ce petit soutien avant le début d'été qui lui permettrait peut-être de passer un été un peu moins compliqué. Ça vous inquiète pour l'avenir? Ça se modélise déjà ou on est trop dans l'imprévisible encore? Il y a l'aspect, il y a la modélisation, je ne suis pas expert là-dedans, mais aussi il y a l'aspect variation annuelle. On en parlait un peu ce matin. Là, cette année, on a eu de la neige en altitude assez stable tardivement, mais il y a certaines années où il y a les coups de neige, les coups de pluie dessus qui font fondre les stocks de neige avant la période de fonte classique. Et du coup, il y a moins ce bénéfice-là. Vous, monsieur Raymond, vous en bénéficiez, entre guillemets, de la fonte des neiges, de la fonte des glaciers, c'est qu'il crée des environnements nouveaux, des milieux nouveaux. Allez-y. Vous avez une présentation. Oui, j'ai une petite présentation, parce qu'on a travaillé sur... Expliquez-nous, c'est la fonte des glaciers. Oui, donc c'est le retrait glaciaire qui laisse apparaître de nouveaux écosystèmes, en l'occurrence des lacs, mais qui a aussi des effets sur l'hydrologie des cours d'eau. Donc la micro-présentation que je vais vous faire se passe à Saint-Gervais, sur le versant ouest du Mont Blanc, au pied du glacier de Bionasset. Pour ceux qui connaissent, c'est assez facile d'ailleurs d'aller se promener, même pour les feignants dont je commence à faire partie, parce qu'on peut monter avec le petit train jusqu'au col de Vosa et terminer à pied, c'est assez rapide. Parce que le glacier, en se retirant, a laissé apparaître un petit lac qui s'appelle donc le lac de Bionasset et qui est assez anecdotique en termes de surface et assez turbide. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce petit titre au sujet de la brume initiale de notre questionnement. Donc le lac existe depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc là, vous avez une photo de la langue glaciaire dans les années 50, puis dans les années 80, puis
aujourd'hui, et le lac est là. Alors, c'est un tout petit lac. Hein. Il fait 1,36 hectare, 13 mètres de fond et 49 000 mètres cubes. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé du lac Léman qui faisait 89 kilomètres cubes. Donc, c'est vraiment un tout petit lac. Alors, comme le glacier fond et fond très activement, même si ça reste un gros glacier comparativement à d'autres glaciers qui sont en train de mourir, on peut penser au glacier alimentaire du fond de la vallée du Gifre. Donc les débits de fond de glaciaire sont de l'ordre du mètre cube seconde. Donc ça veut dire qu'une goutte d'eau qui rentre dans le lac de Bionnassay, elle va mettre maximum une dizaine d'heures à en sortir. Donc le temps de séjour, ce qu'on appelle techniquement le temps de séjour, est très court. Par contre, en hiver, quand la glace ne fond plus, là, il n'y a plus d'eau alimentaire et le milieu n'est plus alimenté. Donc, on a un lac qui est très turbide pour les personnes qui connaissent. Hein, à titre d'information, ce que nous, on mesure avec un disque à transparence qui s'appelle un disque de Secchi, la valeur de disparition du disque, c'est 15 cm. Oui, donc c'est très turbide. Pourquoi c'est autant turbide ? Parce que le glacier produit, par abrasion des roches sur lesquelles il s'écoule, il produit ce qu'on appelle des farines glaciaires qui viennent se déposer là. Je vous ai dit qu'un lac, c'était un piège. Même si là, le piège est très court et très petit, le lac est très turbide. Et ces farines vont mettre combien d'années à retomber, pour que l'eau soit claire, si tant est qu'elle retombe ? Alors, c'est comme le fût du canon. D'accord, ça dépend de votre âge. Non, ça dépend en fait du volume dans lequel de leur temps de séjour en fait. Là, elles n'ont pas le temps de sédimenter les farines là. Donc, on a fait des prélèvements en zone littorale, on a fait des prélèvements de faune, je le précise, en zone profonde avec des outils différents à partir d'une petite embarcation. Et malgré un milieu qui semble comme ça à première vue pas très avenant, eh ben, on trouve pas mal de diatomées. Ce sont des petites algues, Une capsule siliceuse. Oui, qui utilise la silice dissoute pour se construire une petite coque. On trouve des chironomes. Alors les chironomes, c'est comme des petits moustiques, mais ça pique pas, donc ça va. On les aime plutôt bien, même si des fois ils s'invitent un peu dans la salade. Ça, c'est une tête de chironome, ça fait 1 à 2 mm. Hein, et on est obligé de leur couper la tête pour savoir à quel genre ils appartiennent. Alors, et vous n'avez même pas honte en plus ? Non. C'est bien. Non. On trouve des trichoptères. C'est ça que je cherchais, c'est le fourreau des larves de trichoptères. Voilà. Ils ont développé une sorte de spécialité pour s'isoler un petit peu du froid. Mais on trouve surtout des plécoptères et des lacs naturels où il reste des plécoptères, y compris dans les zones de montagne. Ça devient très très rare. Et là, c'est possible parce que les organismes qu'on a au lac de Bionnassay sont des spécialistes d'eau très froide, très pauvre en nutriments, il n'y a quasiment pas d'azote et de phosphore, et sursaturés en oxygène. Donc ces lacs de retrait glaciaire, c'est vraiment des zones refuges. Hein. Nous vous donnons rendez-vous sur l'espace atelier pour la présentation Résilio, la plateforme au service de la résilience du cycle de l'eau. Allez-y, vous pouvez parler, hein, parce qu'on est enregistré, donc il faut continuer à parler. Ça marche. Donc, comme vous le voyez, dans ce lac, la température, elle est de 2 degrés de la surface jusqu'au fond du lac toute l'année. Vous pensez qu'au fond, l'eau était toujours à 4 degrés parce qu'elle est la plus dense. Là, je pense qu'on a cet effet-là parce qu'il n'y a pas de temps de séjour. Donc, l'eau, elle n'a pas le temps de monter, même à 4 degrés. Donc, toute l'année, on est à 2 degrés. Pour le moment. Tant qu'il y a le glacier alimente le lac. Donc c'est un écosystème super particulier et qui peut être une zone refuge pour ce type de faune et de flore. Mais il y a de la fonte glaciaire. Donc qui dit fonte glaciaire dit des débits de fonte augmentés et probablement temporairement augmentés jusqu'à ce que le glacier disparaisse. Et comme on a de la pente à l'aval du lac et beaucoup d'eau, eh ben, ça veut dire que pente fois débit, c'est de l'énergie. Et quand on regarde la pente, qu'est-ce qu'on va voir apparaître tout de suite dès que c'est possible, des projets d'aménagement hydroélectrique, c'est-à-dire fabriquer de l'hydroélectricité avec l'énergie du torrent. Donc, comme les milieux glaciaires sont dépourvus de faune emblématique, que ce soit des poissons trop froids ou des amphibiens trop d'énergie ou
ou trop froid aussi, on a du mal à trouver des justificatifs pour les protéger. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas très avenant comme milieu. C'est de l'eau un peu turbide qui coule avec, et on a l'impression que ça sert à rien, quoi. Or, c'est pas vrai. C'est des milieux qui sont super originaux. Et il faut savoir que toute ablation de débit à l'aval du lac, c'est moins de faune qui va remonter, se reproduire dans le lac, par exemple, des insectes. Parce que pour les insectes, ça marche comme ça. Ils remontent pas dans le courant. Ils émergent dans le torrent et ils remontent plus en amont pour se reproduire. Ici, dans le lac. Voilà. Donc, l'hydroélectricité, c'est une énergie qui a le vent en poupe parce qu'elle est jugée décarbonée, alors ce qui est quand même vrai dans la réalité, hein. Et donc, on pense qu'elle n'a pas d'impact, mais ce n'est pas tout à fait vrai quand même. Voilà. Donc, c'était sur ça que je voulais vous alerter. Alors, on pourrait se dire, en regardant ça, finalement, tout va bien. On perd des glaciers, mais on gagne des lacs. On perd la biodiversité, mais on en regagne. Donc, voilà, pourquoi changer ? C'est un vrai sujet. Alors, je sais qu'il y a des collègues naturalistes qui aimeraient qu'on arrive à protéger ces écosystèmes glaciaires qui apparaissent. Mais leur état est éphémère parce que les glaciers vont eux aussi disparaître. Alors, le glacier de Bionnassay, c'est pas tout à fait un bon exemple parce que c'est encore un gros glacier, hein, en comparaison d'autres glaciers comme les glaciers du Gifre ou des glaciers de l'Isère comme le glacier de Sarenne qui vient de disparaître derrière l'Alpe d'Huez. Et donc qui a laissé un lac, mais le lac il ne sera plus glaciaire. Ce fonctionnement glaciaire avec des eaux ultra froides et des organismes ultra adaptés, on va le perdre. C'est fini. Madame Sterkeman. Oui, il y a quand même un message d'espoir de préserver ces nouveaux secteurs. Et effectivement, à Aster et aux côtés d'une association qui s'appelle Marge Sauvage, on travaille sur un projet qui s'appelle Ice and Life et qui a pour objectif de connaître et de documenter ces marges proglaciaires, donc tous ces écosystèmes qui émergent et qui sont vraiment primaires parce qu'elles viennent de naître là avec le retrait de ces glaciers et derrière avec des objectifs de réussir à trouver des moyens de protection de ces nouveaux milieux pour justement avoir ce message d'espoir que certes on perd les glaciers et il faut quand même continuer à bosser sur réduire notre impact sur le réchauffement climatique, mais à côté de ça, il y a des écosystèmes émergents fabuleux et maintenant la mission c'est de réussir à préserver ça parce que en France c'est pas encore le cas, mais dans le monde on a des mines, on vient chercher des minerais, des matières rares et il y a déjà des glaciers, des zones post-glaciaires qui sont complètement détruites par l'activité humaine. Il y a une question qui me vient là, Monsieur Raymond, suite à ce qu'a dit tout à l'heure le président du département. Il a parlé du risque d'effondrement, qu'est-ce qu'il a dit, lave torrentielle. Il y a un risque que les parois de ces lacs se rompent et que toute l'eau arrive d'un coup dans le village qui est en dessous. Alors, c'est un risque, c'est une réalité puisque ça, la rupture de poche sous-glaciaire s'est déjà produite à Saint-Gervais au début du XXe siècle. Oui. Hein, donc ça, c'est une réalité. Là, le risque pour le lac de Bionnassay, ça serait plutôt le risque de chute de blocs dans le lac, parce que la moraine, le lac est entouré de restes morainiques de part et d'autre de ses rives, qui sont verticales à subverticales, avec des blocs suspendus qui peuvent être de la taille de la salle. Donc on peut imaginer que si un bloc comme ça finissait par tomber dans le lac... Ça fait un tsunami. Ça fasse un effet vague, on pourrait appeler tsunami, oui, effectivement, oui. Mais le risque, il serait plutôt là, parce que je pense que le lac, il est derrière un verrou glaciaire rocheux et qu'on n'aura pas de rupture de ce verrou, mais plus cet effet de vague potentiellement. Mais c'est un lac qui est sous surveillance pour ses aspects de sécurité. Est-ce que c'est là qu'on le temps de se connecter d'un point de vue hydrographique aux zones humides de Mme Sterkeman et aux rivières et ruisseaux de M. Martin? Est-ce qu'il y a des échanges d'eau? Alors, avec les ruisseaux de M. Martin, oui.
Il en a Parce que besoin. l'eau coule. L'eau coule, et ça c'est une loi fondamentale qu'on ne changera pas. Elle coule de l'amont vers l'aval, donc lui il en a besoin. D'ici à ce qu'il y ait des zones humides autour du lac pour Aurore. Ah oui. Oui, si ça émerge déjà. Hein. Déjà Ouais, Là, on est sur des pièces d'eau, mais dans l'étude qu'on fait justement sur ces marges progrglaciaires, il y a des pièces d'eau et du sol qui commencent à se former. Et donc, voilà, des zones humides qui vont vraiment pas tarder à émerger. Ça va très très vite. Donc vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait pas, c'était pas votre verbe, recréer une zone humide. Ben, finalement, si, il suffit de copier la nature. Ah bah oui. Alors des fois on y arrive. Hein. Je dis pas que, pas tout le temps, mais ça dépend quel type de zone humide. Par exemple les tourbières, qui sont vraiment un milieu assez fou. Hein, et elles mettent des siècles et des siècles à se créer. Et ça, typiquement, une fois qu'on les a détruites, on n'en verra pas la restauration. Après, on a de la restauration de zones humides où on va venir boucher des drains, s'occuper de la gestion de la végétation, adapter les pratiques, et on va venir réussir quand même à redonner de la fonctionnalité à ces zones humides. Mais voilà, c'est très variable en fonction du type. Une incise, vous parlez de tourbière, elle est exploitée ici, la tourbière? La tourbe, pardon. Non, très peu. Par rapport au Jura, par exemple. Assez peu. On a quelques exploitations sur le plateau de Gavot, mais qui sont assez faibles. Non, nous, on a plutôt aménagé nos tourbières. La plus grande tourbière de Haute-Savoie, c'est le Grand Épagny, la zone commerciale au nord d'Annecy. Voilà. D'accord, on a fait une zone commerciale sur une tourbière. Oui. Oh, c'est assez classique. Hein. Oui, c'est assez Parce classique. que c'est sale, les tourbières, et en plus, il y a des moustiques, il y a des virus, les vaches se prennent dedans. Tiens, d'ailleurs, on associe très souvent l'élevage et les prairies et les zones humides. Pour avoir travaillé sur cette question-là dans le Tarn, où manifestement les choses commencent à aller mieux entre éleveurs et gestionnaires des zones humides. Comment ça se passe ici? Très bien. Bon. C'est-à-dire que les éleveurs connaissent l'importance des zones humides? En tout cas, on y travaille. On travaille aux côtés de partenaires des collectivités territoriales et de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc et de la Société d'économie alpestre de Haute-Savoie pour justement travailler à concilier agriculture et zones humides et trouver des solutions au cas par cas. C'est possible, oui. C'est tout à fait possible. Des fois, des petites adaptations de pratiques ont des conséquences intéressantes sur la bonne fonctionnalité des milieux. Un retard de fauche, de la mise en défense de certains secteurs et donc du coup une gestion de pâturage différente, la mise en place de points d'abreuvement déportés. Il y a quand même plusieurs solutions qui existent. Et surtout, le plus important, c'est le dialogue et le fait de partager le regard ensemble sur le terrain et d'avoir ce temps pour dialoguer et trouver ces solutions, parce que en fait, on travaille sur, comme pour les rivières et les lacs, sur quelque chose de vivant, d'évolutif, et il n'y a pas de solution toute faite et miracle. Donc c'est la clé vraiment pour que les choses soient aussi pérennes dans le temps, c'est du temps de compréhension, de dialogue, de sortir de ses postures et d'échanger sur le terrain. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour l'avenir? Est-ce qu'il y a une pratique humaine, hormis je ne parle même pas du changement climatique. Est-ce que, à mesure que je commence à répondre à ma propre question, est-ce qu'à mesure que la disponibilité de l'eau diminue et que les usages augmentent, on risque d'aller chercher de l'eau chez vous, là où on ne va pas la chercher aujourd'hui? La question est peut-être très bête. Si, forcément, c'est le besoin en eau et les prélèvements d'eau qui vont beaucoup conditionner l'avenir de certains cours d'eau. Après, du coup, sur tout le département, il commence à y avoir, il y en a sur certains bassins, il y en a qui sont en cours des études volume prélevables qui, du coup, essayent de cadrer un peu ça, les volumes qui peuvent être prélevés à telle ou telle période pour différents usages. Et au moment où il faudra faire des choix entre certains usages, pouvoir essayer de cadrer un peu ça. Les discussions se passent bien? Oui, c'est... Un petit oui. Hein. En fait, pour celles auxquelles on participe actuellement, on est à la phase de diagnostic. Après, la déclinaison en termes de choix politiques, ce sera l'étape d'après. Donc, ce sera peut-être à ce moment-là qu'il y aura plus de discussions. Madame Sterckmann.
Oui, on est au début de ces démarches qui s'appellent PTGE, voilà, un acronyme horrible. Plans territoriaux de gestion de l'eau, c'est ça ? Oui, projet de territoire pour la gestion de la ressource en eau. Et effectivement, sur des bassins versants, donc sur les Us ou encore sur le Chéran, ces démarches émergent. En tout cas, je pense qu'on a cette chance en France d'avoir ces outils qui existent et qui nous permettent vraiment d'avoir l'ensemble des acteurs autour de la table pour se poser les bonnes questions, pour pas juste intégrer les usages humains, mais aussi intégrer la nature comme un usager de la ressource en eau. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, c'est peut-être que dans ces outils-là et ces projets de territoire que c'est le cas. Donc on a beaucoup d'espoir en tout cas sur la mise en œuvre de ces outils pour se projeter dans l'avenir et préserver le vivant. Les canons en neige, ça vous énerve ? Ça dépend où est-ce qu'ils prennent l'eau. Oui, c'est ça aussi. Ils peuvent les prendre. A priori, les canons en neige prennent de l'eau dans des retenues collinaires dans lesquelles ruisselle l'eau de pluie. Pas tout à fait. Alors, je sais bien, c'est comme ça que c'est vendu. Il y a certaines, on va dire que la définition de base de retenue collinaire, en effet, ça peut être alimenté par ruissellement, mais là, principalement, celles qui sont présentes en Haute-Savoie, l'eau provient de sources ou de pompage en cours d'eau. D'accord. On pompe dans les cours d'eau pour faire de la neige. Oui. Non, mais histoire qu'on comprenne le côté stupide de la chose. On pompe dans les cours d'eau pour faire de la neige, pour skier dessus. Enfin, pour qu'une minorité de gens puissent skier dessus. Oui, du coup, pour avoir un volume suffisant, en effet, l'eau de ruissellement là ne peut pas suffire. Madame Sterkman. Non, j'ai vu une mimique. Non, je ne fais plus rien. Non, mais oui, c'est sûr que ça pose question, mais effectivement, un des enjeux qu'on a particulièrement sur notre territoire et qui n'existe pas partout en France, c'est le domaine skiable. Sur la ressource en eau, c'est un enjeu. Alors, je parlais d'aménagement comme première menace sur les zones humides, mais après, ça va être effectivement l'agriculture à plus ou moins intensité, mais aussi surtout les domaines skiables et le drainage des zones humides pour pouvoir mettre en place ces pistes de ski. Les prélèvements d'eau qui viennent court-circuiter l'alimentation des milieux naturels. Et il y a un gros travail qui démarre pour repenser en fait le format et cette activité. Et on espère aussi que ça va avancer et qu'on va arrêter... qu'on va réussir à se projeter sur le plus long terme, encore une fois, et prendre en compte tous les enjeux pour réfléchir à notre utilisation de la montagne. Monsieur Martin. Et d'où l'intérêt d'acquérir de la donnée, c'est que si un projet ne nous plaît pas, on peut opposer un principe, mais ça ne sera pas forcément retenu. Alors que si on démontre qu'il y a un impact avéré, c'est là qu'on peut être entendu. Il y a d'autres activités humaines qui vous embêtent ? On parle parfois des sports de nature qui, trop pratiqués aux mêmes endroits, peuvent générer de la pollution. C'est pareil, oui, que ce soit raft, canyoning, c'est la dose qui va faire l'impact. Si c'est une ou deux personnes qui pratiquent de temps en temps, ou si c'est des groupes de 50 qui passent toute la journée, ce ne sera pas la même chose. Et la baignade dans les lacs, monsieur Raymond, est-ce que c'est un problème et pour la faune et pour, d'un point de vue bactériologique peut-être aussi ? Alors, dans les grands lacs, non. Même si elle est surveillée sur les plages encadrées. Donc ça, c'est normal parce que là, on est sur de la fréquentation de masse. Donc c'est normal de surveiller au niveau bactériologie, nitrates et autres paramètres. Ça devient un problème émergent dans les lacs de haute montagne, où là, il y a le réchauffement climatique et on observe de plus en plus de gens qui osent se baigner, y compris entièrement dans les lacs de montagne, parce qu'on arrive des fois à voir à 2000 mètres des eaux, selon les alimentations, des eaux qui dépassent 18 degrés, 19, voire 20 degrés sur certains lacs. Alors ça peut être sur des courtes périodes, mais quand vous avez marché 4 heures pour arriver au lac et que l'eau est à 20 degrés, on y va. On y va, quoi. Et c'est quoi le problème là ? On dérange un milieu qui n'a pas l'habitude de l'être, c'est ça ? Il peut y avoir plusieurs types de problèmes. Il y a les sentiers de tour du lac qui peuvent, si vraiment on a des gros soucis de fréquentation, on peut penser par exemple ici au lac d'Anterne, qui est un lac très fréquenté parce qu'il est sur le tour des Fises. Et donc là, il y a un peu des mises en défense qui sont réalisées. Il y a l'effet sentier sur les berges.
le fait de créer de la turbidité, parce qu'avant de rentrer, même si l'eau est de plus en plus chaude, eh ben, on temporise, hein, on piétine sur les berges et on génère de la turbidité, ce qui n'est pas terrible pour des lacs qui ne sont pas de ce type de fonctionnement-là. Et le dernier problème, c'est les crèmes solaires. Ah bon ? Oui. Alors les crèmes solaires, dont certains composants peuvent avoir des impacts environnementaux sur certaines communautés, le phytoplancton ou le zooplancton. Voilà. Alors pas directement sur les poissons, mais en tout cas sur l'écosystème. Donc il n'y a pas que sur les récifs coralliens qu'on voit l'effet des crèmes solaires. Pardon. Et du coup, je me Madame permets Starkman. de compléter parce que Aster est copilote avec l'OFB du projet du réseau Lac Sentinelle qui étudie tous les lacs, une grande partie des lacs d'altitude sur tout l'arc alpin et aussi en Corse et en Pyrénées et qui permet justement de voir leur évolution. Et il y a une étude toute particulière qui a démarré l'année dernière qui se continue cette année qui s'appelle Plouf. Mais je ne sais plus ce que ça veut dire. Donc je vous laisserai aller voir sur notre site internet. Vous verrez, il est très beau, il vient d'être refait. Et il y a tous les projets et tout. Vous verrez, il y a des très belles images. Allez-y. Pour étudier justement l'impact de la fréquentation et de la baignade sur les lacs d'altitude. Et en parallèle de ça, on a aussi Aster et le gestionnaire des 9 réserves naturelles de Haute-Savoie, dont les réserves de montagne où il y a beaucoup de lacs d'altitude et il y a de plus en plus d'arrêtés d'interdiction pour la baignade dans ces lacs, effectivement. Donc on gère cette problématique sur ces 2 fronts. Monsieur Raymond. Oui, juste à titre d'exemple, je ne pense pas qu'on ait ce type de fréquentation encore en Haute-Savoie, quoique... par exemple, dans le massif des Écrins, sur le lac de la Muselle, si vous connaissez, c'est un lac où il y a 1200 mètres de dénivelé pour monter, 4 heures de marche. C'est déjà un lac, et c'est pas de la randonnée, c'est de la randonnée utile parce que ça monte comme ça, mais il faut y aller, quoi. Et ben, ils sont arrivés à des pics de fréquentation de 200 tentes. Certaines journées et nuitées entre le 14 juillet et le 15 août l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc 200 tentes, ça fait à peu près, on va dire, entre 2 et 400 personnes qui dorment au bord du lac, en plus du refuge, hein, parce qu'il y a déjà un refuge en dur au bord du lac de la Muselle. Donc ces gens-là, ils boivent. Font caca, font pipi. Voilà. Potentiellement, les plus courageux vont se baigner. Alors le lac de la Muselle, on n'est pas encore à 20 degrés, mais... Il y a des gens qui sont plus courageux que moi, donc, voilà. Donc ils peuvent y aller. Et donc ça devient générateur de questions environnementales, quoi. C'est exactement ce que disait Bruno. Si vous avez une personne qui bivouaque, c'est pas un souci. 10, c'est pas un souci. Quand vous commencez à avoir 70, 100 tentes, 200 tentes... Une des conséquences du changement climatique, c'est le surtourisme d'altitude. La surrecherche d'espaces de fraîcheur. Oui, on a exactement la même chose en Haute-Savoie, hein, avec des pics de fréquentation autour des lacs d'Anterne qui sont vraiment conséquents. Et donc, grâce à ces missions qu'on a en tant que conservateur d'espaces naturels, on a un gros volet sur la sensibilisation et l'étude en fait de l'impact de cette fréquentation, et avec des outils là qui émergent pour communiquer auprès du grand public, auprès des offices de tourisme, auprès des clubs alpins français, des pratiquants de sport en fait pour faire prendre conscience, parce c'est bateau ce que je vais vous dire, mais on protège que ce qu'on connaît, et en fait il y a beaucoup de gens qui savent juste pas en fait, hein. Donc il y a un gros volet d'animation, de sensibilisation, et les financements sont très très difficiles à trouver pour ça, donc voilà, en tout cas on cravache pour essayer d'y arriver et faire que les choses avancent. Messieurs, dames, petite pause, c'est pour vous. Je vous les livre. Faites-moi plaisir. Levez la main. Si vous avez une question, une remarque, Axel attend de pied ferme de vous véhiculer le micro. Ah ben non, il n'y en aura pas. Alors il y a 2 options. Ou bien alors ces messieurs, dames ne s'intéressent pas à ce que vous dites, mais je n'y crois pas. La deuxième option, c'est que vous avez été particulièrement clair et donc les réponses à leurs questions étaient déjà apportées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encore améliorer les choses ? Tiens, question très bête. Est-ce que les zones humides, est-ce que ces zones humides, parce qu'en fait, on a déjà eu la réponse pour les lacs qui apparaissent suite au dégel, est-ce que les zones humides peuvent être classées dans le cadre d'un... C'est peut-être très bête ma question, dans le cadre d'un PLU, par exemple ?
ou d'un SCOT? Ah oui, il faut. En tout cas, Ce qui on veut dire que ça ne se fait accompagne pas les collectivités. Si, ça se fait et de plus en plus. Et en fait, quand il y a des révisions de PLU, les collectivités mettent à jour en fait l'inventaire des zones humides pour les prendre en compte. Et en fait, aux côtés des services de l'État, on s'assure que justement ces zones humides sont bien prises en compte parce qu'on disait tout à l'heure qu'elles sont pas très protégées par la loi, vu qu'on a ce seuil de 1000 m². Et donc c'est vraiment à travers les projets, les documents d'aménagement du territoire et les PLU qu'on a cette capacité à protéger nos milieux Plus naturels. les PLU que les SCOT ou autres Les documents? SCOT, ça va donner les grandes orientations. Donc oui, c'est important que ça soit déjà dans les grandes orientations, mais c'est vraiment au sein des PLU et de plus en plus des PLUI qu'on peut mettre en place une politique forte de préservation des zones humides et de leur espace de bon fonctionnement autour. Une rivière, ça se protège? Si oui, comment? Oui, déjà, il faut que la rivière elle soit classée en tant que cours d'eau. Puisqu'il y a une carte administrative. Alors, c'est quoi un cours d'eau? En fait, au sens de la loi, il y a une carte administrative qui définit les linéaires qui sont classés cours d'eau ou pas cours d'eau. Ou pas cours d'eau. Sur le département, on commence à être. Il y a eu une révision il n'y a pas longtemps où on a réintégré pas mal de linéaires. Là, où on a apporté pas mal de données à l'administration pour que ce soit complété. Mais il peut toujours y avoir certains petits ruisseaux qui ont un écoulement pérenne, qui abritent de la vie aquatique et qui ne sont pas classés cours d'eau. Parce qu'ils n'ont pas la largeur suffisante administrative? Non, c'est qu'en fait, ils n'ont jamais été cartographiés en tant que tels. Donc déjà, la première étape, c'est qu'ils soient reconnus cours d'eau. Et puis après, aussi, il y a beaucoup de dialogue en amont, là, ce qui doit être fait avec... puisque c'est l'administration qui délivre tous les projets, qui délivre toutes les autorisations de projets. Donc c'est vraiment échanger en fait en amont des projets, ne pas attendre que l'arrêté d'autorisation soit paru et avoir un échange avec l'administration pour qu'on puisse leur apporter les éléments qu'il faut. Vos sujets, vous les défendez où? Au sein de quelle structure? Les EPTB, les clés, on en a parlé ce matin. Oui, il y a plusieurs strates. Oui, du coup, en effet, on siège à la clé du sage de l'Arve. Mais sinon, on a des échanges en fait réguliers avec toutes les structures GEMAPiennes. On est présent au comité de pilotage de tous les projets qui mènent en général. Et puis, l'administration nous consulte aussi en tant que partenaire avant la phase d'instruction du projet ou pendant la phase d'instruction du projet. Monsieur Raymond? Pareil, alors nous, notre positionnement est un peu différent. Il arrive qu'on soit consulté en amont des projets pour faire part de nos connaissances sur les enjeux qui peuvent exister au droit de l'emprise d'un projet. Et ensuite, nous, on est consulté dans la phase de ce qu'on appelle de circulation administrative et au même titre que d'autres administrations. Donc on donne un avis. Alors l'avis de l'OFB, ça peut surprendre, mais l'avis de l'OFB n'est jamais directif, il est toujours consultatif, c'est-à-dire que l'administration est libre de le suivre ou pas. Donc, je ne demande pas si l'administration le suit régulièrement. Ça arrive. Ça peut arriver. Régulièrement, je dirais pas Sur ça. Un malentendu, ça peut arriver. Je dirais pas ça non plus, mais ça arrive quand même. Voilà. Et sinon, nous, on a un positionnement. Alors, probablement que dans certaines fédés, je ne sais pas si à la fédé 74 c'est le cas, mais nous, on peut être aussi présent dans des conseils scientifiques d'organismes comme le CISALB pour le lac du Bourget, la CIPEL, la Commission internationale pour la protection du lac Léman. Voilà. Donc ça nous arrive de discuter. On est un interface un petit peu différent de l'usager fédération de pêche, complémentaire, mais il arrive qu'il y ait des circonstances où eux sont consultés, nous pas, ou alors le contraire est plus rare, mais c'est... Voilà. D'accord. Messieurs, dames, deuxième essai. Tic-tac, 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 tic-tac. Merci, madame. Non, parce que tout est enregistré, chère madame. Tout est sur YouTube en direct et en replay. On vous écoute. Oui, Aurore a parlé tout à l'heure des réserves naturelles.
je me posais la question si vous avez une analyse, parce que maintenant il y a un certain nombre d'années de recul par rapport à l'installation de ces réserves. Est-ce que vous voyez un effet des réserves par rapport au sujet qu'on a évoqué, sur le respect des cours d'eau, sur le respect des zones humides? Est-ce que ce ne serait pas une solution d'aller un peu plus loin dans les réserves, de le développer sur les zones, des nouveaux lacs glaciaires par exemple, de mettre en place des nouveaux principes ou de nouveaux types de zones naturelles qui permettraient d'avoir pour vous un moyen d'action pour essayer d'anticiper un peu, d'être pragmatique sur le futur par rapport à ces nouvelles zones à protéger. Madame Sterkman. Oui, alors les réserves sont là depuis longtemps, mais moi non. Du coup, j'ai pas trop de recul. Je suis désolée, je pourrais pas répondre à cette question parce que j'ai pas suffisamment de recul sur ce travail et sur ce secteur pour ça, mais en tout cas, on est déjà à un niveau, à travers une réserve naturelle, on a un niveau de protection forte, la plus forte qu'il existe en France. Donc, il y a mieux, il y a la réserve intégrale, c'est encore au-dessus. Oui, effectivement, mais on est déjà pour concilier quand même accessibilité et le fait de ne pas complètement mettre sous cloche, on est sur des niveaux de réglementation qui sont assez forts, mais souvent effectivement les arrêtés de création datent un peu et on a notamment la question des nouvelles pratiques qui ne sont pas concernées par les arrêtés qui n'existaient pas il y a 20 ans. Par exemple je ne sais pas, les drones. Donc ça a été complété, hein, mais il y a peut-être d'autres pratiques qui n'existaient pas au moment de la création de la réserve et qui émergent et qu'il faut reprendre en compte pour réviser ça. Mais après, sur les hors réserve, là où il n'y a pas de réserve justement pour mettre cette protection, justement grâce pour l'instant, on y travaille en tout cas, notamment à travers le projet Ice and Life, pour trouver des solutions pour protéger de manière forte, parce que c'est un choix aussi de l'État français qui a dit qu'il allait protéger de manière forte ces secteurs pour trouver comment on s'y prend avec les territoires pour trouver des solutions. Mais je ne les ai pas là sous la main. Y a-t-il d'autres questions, mesdames, messieurs, ou remarques? Oui, non? Alors on a parlé des cours d'eau, on a parlé des lacs, on a parlé des zones humides, et tout ce qu'il y a entre tout ça, les petits ruisseaux, le réseau hydrographique souterrain, si tant est qu'il y en ait, est-ce que tout ça est connu, cartographié? Est-ce qu'on sait où va une goutte d'eau quand elle tombe sur les Alpes? Oui, on sait qu'elle finit dans un cours d'eau. Oui. Après, en effet, le cheminement qu'elle prend. Alors, le petit chevelu, on va dire aussi quand même relativement connu. En fait, quand on a fait des diagnostics piscicoles sur un bassin, on s'intéresse aussi aux petits ruisseaux. On n'allait pas voir les cours d'eau à partir d'une certaine largeur. Après, en effet, il y a des échanges d'eau souterrain. Certains ont été cartographiés, d'autres non. On ne sait toujours pas où ça va. Donc, mais on connaît des échanges entre bassins. Une goutte d'eau qui tombe sur le lac de Gers, sur un certain versant, en fait, on sait qu'elle s'infiltre et elle finit à Maglan, dans la vallée d'Arve, de l'autre côté. Voilà, il y a des spécificités comme ça qui sont connues, d'autres sûrement qu'on ne connaît pas encore. Ouais, d'accord, donc on ne peut pas se retrancher derrière une méconnaissance pour dire j'ai pas fait exprès d'aménager. On sait. Je dirais qu'on sait dans 95% des cas. Après, il y a encore quelques inconnus. Par exemple, une goutte d'eau qui tombe sur le Parmelan, on ne sait pas dans quel lapia on sait dans quel lapia elle tombe, mais on ne sait pas dans quel gouffre elle va, et forcément si elle va ressortir dans le Fier ou dans la Filière ou dans le flanc. Donc, il reste des zones, de par la difficulté de prospection et d'études, il reste quand même des inconnus, quoi. Monsieur Martin, petite question embêtante, ou pas du tout. Est-ce que les pêcheurs ont dégradé leur propre milieu en alvinant, en déversant des poissons adultes? Est-ce que vous avez fait des conneries dans le passé? Oui, et c'est pas que les pêcheurs d'ailleurs, puisqu'il y avait en fait, on peut considérer que du poisson a été transporté, mis partout, tout le temps, depuis toujours. Mais par qui? Par les pêcheurs eux-mêmes? Même avant, c'était les bergers qui montaient les poissons pour les se bergers nourrir. Qui montaient des poissons? Oui. Qui montaient les poissons dans les lacs parce qu'ils restaient tout l'été là-haut, donc il fallait bien qu'ils mangent. Et puis il y a eu aussi le dogme de mettre du poisson qui a été aussi soutenu par l'administration, donc forcément. Et puis maintenant,
Et maintenant, c'est tout l'objectif aussi de cette acquisition de connaissances. En fait, nous, on acquiert toutes nos connaissances. Bon, il y a l'aspect préservation, pêche, mais il y a aussi adapter nos pratiques. Donc, toutes ces connaissances qu'on acquiert, c'est pour dire, ici, on peut intervenir, ici, il ne faut rien faire, ici, il ne faut pas toucher. Donc on gère la pêche différemment d'il y a 30 ans. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment sur la base des connaissances qu'on peut agir et puis adapter notre gestion, en fait. Madame Sterckmann, il y a toujours des fées, des lutins dans les zones humides, le soir, quand la brume arrive. Plein. C'est vrai? Non, En êtes-vous une vous-même? Peut-être. Non, mais oui, c'est sûr que les zones humides ont pâti de leur mauvaise réputation et ont fait qu'elles ont été beaucoup détruites. Mais maintenant, on arrive à les faire aimer. C'est vrai? D'ailleurs, je fais un peu de pub. Jeudi prochain, à 20h, au Manoir de Novelle, donc c'est nos locaux à Annecy, on a un super quiz, le meilleur quiz de tous les temps sur les zones humides. Donc si jamais vous êtes dans le coin, vraiment venez parce qu'on a préparé une belle manière de découvrir autrement il y a quoi à gagner? Les zones humides. Il n'y a rien à gagner? Notre gratitude pour la vie. Même pas une petite fondue, un coup de mondeuse? Non, rien du tout. Rien. Allez-y quand même. Merci messieurs, merci madame, merci de votre attention. Prochain débat dans une demi-heure, la sobriété hydrique chez les entreprises. Merci. 3, 2, 1.